À l'heure de la mondialisation, de la culture de masse, de l'uniformisation même de la culture, quel enfant de plus de 3 ans n'a jamais entendu parler de Walt Disney? Walt Disney est certainement l'un des créateurs les plus originaux du XXe siècle. Il n'est pas l'inventeur du dessin animé, loin s'en faut, mais il est le premier à lui donner une audience universelle. La réussite exceptionnelle de ses productions les range parmi les modèles de la culture américaine de masse, jusqu'à faire oublier d'où viennent ces histoires si fabuleuses. Alors aujourd'hui, c'est vrai, Disney représente une certaine culture américaine, on va dire ignorante et refermée même sur elle-même, mais à l'époque en revanche, il passait plus, lui, pour un intellectuel et même un neurophile. Ces dessins animés puisent leur inspiration dans toute la littérature européenne. À la France, Disney a emprunté les contes de Perrault, La Belle au bois dormant, Cendrillon. À l'Angleterre, il a emprunté Peter Pan, Les Trois petits cochons et Alice au pays des merveilles. À l'Italie, Pinocchio. À l'Allemagne, les contes de Grimm. À l'Autriche, Bambi. Et à la Russie, Pierre et le loup. En fait, Walt Disney a transposé la culture européenne de l'écrit à l'image, mais finalement, Perrault l'avait déjà fait. Il avait fait passer de la tradition orale à l'écrit au XVIIe siècle. Alors nous aurons tout à l'heure un invité par téléphone, le conférencier historien d'art Jean Delceux, et on verra avec lui comment Walt Disney a pu trouver la capacité à évoluer avec les générations d'enfants, d'adolescents et d'adultes plus tard, d'où viennent également ces innombrables créations, ces innombrables personnages, son inspiration, et finalement si lui aussi a pu inspirer d'autres artistes. Mais d'abord, qui était-il, ce bon vieux Walt Disney que tout le monde connaît si bien, paraît-il? D'abord, la légende. Et oui, normal, on parle de Walt Disney, on commence par la légende. Une lointaine origine ferait partir sa famille de Normandie, et plus précisément d'Isigny, oui, comme le beurre. d'Isigny, devenu Disney, Disney en américain. Un peu facile peut-être, oui, peut-être. On n'a effectivement aucune preuve réelle de ce côté-là. Ce qu'on sait en revanche, c'est que Walter Disney est né en 1901. Dans un milieu très modeste, son père a été maçon, fermier puis charpentier. Il a grandi dans l'Amérique profonde. Très tôt, il va se plaire à le rappeler d'ailleurs très souvent. Sa mère Flora lui a lu des contes européens. Alors je ne vais pas revenir sur l'ensemble de sa biographie, c'est pas du tout notre propos aujourd'hui, mais ces quelques années à la ferme vont le marquer parce qu'à l'avenir, il va beaucoup idéaliser ce souvenir. Notamment, il va développer une faculté très importante pour la suite, l'observation. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'émission sur Léonard de Vinci. Vous vous souvenez peut-être du Pollocchio du grand-père. Ouvre les yeux, regarde. Eh bien, c'est la même chose avec Walt Disney. C'est son oncle, lui, qui va enseigner à ce pitchoun à peine sevré les mystères de la nature. En 1917, il a alors 16 ans. Il va apprendre, après de nombreux petits boulots pour contribuer à faire vivre sa famille, les rudiments du dessin au Chicago Art Institute, mais lui, il rêve de plus, il rêve d'autre chose, il rêve d'aventure. Il veut s'engager dans l'armée, et oui, on est en 1917, c'est la guerre, il veut aller se battre en Europe. Seulement voilà, il est trop jeune, alors il va essayer de camoufler son âge, et c'est en falsifiant son passeport qu'il va finalement réussir à poser le pied à la guerre, en Europe, le 12 novembre 1918. Et oui, le lendemain de l'armistice. Mais Cocorico, il passera tout de même du temps en Europe et surtout en France, puisqu'il posera ses valises au lycée militaire de Saint-Cyr-l'École, puis à Paris, entre autres. Et il va beaucoup voyager. Il restera en France durant une année, étant même très marqué par les paysages et la littérature qu'il va y trouver, avant de retrouver les siens à Chicago. Après l'aventure, il faut à Walt Disney un autre challenge. Il a besoin de se réaliser. Il est constamment en recherche de lui-même, constamment en recherche, je devrais dire, de réaliser quelque chose de grand. Et comme beaucoup à cette époque-là, l'un des grands rêves, peut-être l'un des grands miroirs aux alouettes également pour beaucoup, c'est le cinéma. Seulement voilà, faire l'acteur, lui, c'est pas son truc à lui, ce serait de réaliser. Alors il va beaucoup tenter, et finalement c'est une rencontre qui va tout changer. Un jeune animateur, alors je dis jeune, mais ils ont le même âge, ils ont 19 ans, Ub Iwerks, c'est le coup de foudre professionnel s'entend. Ensemble, ils vont réaliser plein de rêves. Ils vont essayer de réaliser plein de rêves. Ils en ont en tout cas beaucoup en commun. Ils vont fonder en 1920, donc très rapidement, la Iwerks Disney Commercial Artists. Et si la société fait faillite extrêmement rapidement, ils vont continuer quand même de travailler ensemble à des films d'animation publicitaire. Vous voyez, on y vient petit à petit. Walt Disney, pourtant, je vous l'ai dit, a toujours ce besoin de se réaliser, de laisser une trace, de faire quelque chose de grand. Et rapidement, vous pensez bien, les films publicitaires, ça n'a qu'un temps.
Alors pendant ses loisirs, il va créer ses propres films et il va réussir à les vendre. Alors ce sont des films qui plaisent beaucoup au public parce qu'ils parlent des problèmes de tous les jours et le public, ça, Walt Disney, il connaît bien. Comme Flaubert en son temps qui avait dit Emma Bovary, c'est moi, eh bien Disney, le public, c'est lui. En 1922, il va produire des courts-métrages animés sous sa marque cette fois, la Lophogram Incorporated. iWorks est toujours de la partie évidemment. Et dès le départ, ces courts-métrages animés sont basés, tenez-vous bien, sur des contes de fées populaires, des histoires pour enfants. Tout l'univers de Disney est déjà présent. Et d'ailleurs l'un des films qui est déjà tourné en mélangeant animation et prise de vue réelle, eh bien c'est Alice au Pays des Merveilles. On en reparlera d'ailleurs avec notre invité tout à l'heure. Son film en poche, eh bien Walt Disney va filer à Hollywood, tout simplement parce que son commanditaire a fait faillite. Et avec son frère Roy, il va créer Disney Brothers Studio. Et vous voyez, on se rapproche lentement mais sûrement de ce qu'on connaît aujourd'hui. Ils vont réussir à obtenir un contrat de distribution, pour 12 films quand même, c'est pas mal, avec ceux qui distribuent déjà Félix the Cat. iWorks, encore lui, fait le voyage du Kansas à Hollywood, le duo se reforme et ce sont réellement les grands débuts des studios Disney. Rapidement, le studio va s'agrandir, Walt Disney va prendre le temps même de se marier avec une de ses employées et débute alors une série de courts-métrages spécifiques, les Alice Comedy. De 1923 à 1927, ce sont 56 films, attention, en noir et blanc et en muet, vous imaginez bien, dans lesquels une jeune fille, Alice donc, se retrouve à vivre des aventures dans un monde de dessins animés, Cartoonland. La jeune fille, elle, est bien réelle, Alice au Pays des Merveilles étant le pilote, si vous préférez. Mais rapidement, la société va changer de nom pour devenir Walt Disney Studios. Cette fois, on y est. Les studios vont alors lancer un nouveau personnage, un petit lapin, prénommé Oswald, le petit lapin chanceux. Il va être distribué par Universal Pictures. Et la série va rapidement se tailler un très joli succès au point que le lapin Oswald va commencer à devenir célèbre et au point d'être presque une icône. Vous connaissez Oswald certainement, si je suis sûr. Je vais vous mettre une image sur Facebook ou sur le site Hérodote, vous verrez, je suis certain que vous le connaissez par cœur. En fait, je suis un peu taquin, vous allez voir et vous allez comprendre pourquoi. Quand son rêve est en train de devenir réalité, on n'est pas toujours regardant aux détails. Seulement voilà, le diable lui-même se cache toujours dans les détails. Et quand le diable sort de sa boîte, Disney, fort de son succès justement à ce moment-là, souhaite fatalement renégocier ses parts de revenus. Or, imaginez sa surprise quand il apprend que non seulement il n'aura pas mieux que ce qu'il a actuellement, mais qu'en plus, il est en train, et il va perdre son équipe. Son équipe est en train de se faire débaucher littéralement, et enfin, on l'oblige à réduire ses coûts de production. Comme quoi, vous voyez, aujourd'hui, on n'a rien inventé. Disney va protester avec véhémence, vous imaginez bien, il va arguer le fait que puisqu'il c'est ainsi, eh bien tant pis, je retire Oswald du contrat. Alors son interlocuteur répond que désormais, bah oui, allez-y, de toute façon j'ai votre équipe, je peux monter sans problème un studio sans vous. Et il lui assène en plus le coup de grâce, Oswald, vous ne pouvez pas retirer quoi que ce soit, vous n'en êtes pas le propriétaire, c'est Universal qui en détient les droits et la marque. Alors, Disney, s'il n'est pas du genre à se laisser abattre, on imagine sans mal le coup de bambou, si vous me passez l'expression. Heureusement pour lui, iWorks est resté avec quelques fidèles. Vous savez, dans ces moments-là, on compte sa garde rapprochée. On peut dire sans se tromper que depuis ce moment-là, et peut-être même, je vais dire, grâce à cet épisode, Walt Disney va se forger une culture de la légalité, des droits d'auteur et de la marque. L'empire Disney qu'on connaît aujourd'hui, je crois, s'est formé ce jour-là, à ce moment-là. Qu'à cela ne tienne, l'équipe se ressoude, l'équipe réduite se remet au travail et iWorks a une idée. Il va reprendre Oswald, il va lui couper les oreilles, les redessiner plus rondes, lui gommer la queue et d'un coup de crayon, lui en rajouter une plus longue. Disney est ravi quand il voit ça. Ensemble, ils vont lui donner une vie, un background, comme on dit, une existence, du contenu, du concret. Le lapin est devenu une souris et ils vont l'appeler Mortimer. Mortimer Mouse. Et oui, vous me voyez venir, mais c'est moi qui vous ai eu. Alors tout fiers, ils vont montrer leur création à Madame Disney, Liliane, qui le regarde, puis regarde les créateurs, venus un peu comme des enfants, vous voyez, quand ils viennent montrer leur beau dessin. Mortimer. Yark. Elle est mignonne cette souris. Pourquoi pas Mikey? On est alors en 1927, on est aux États-Unis.
Et à cette époque-là, le cinéma connaît une révolution. Et oui, on passe du muet au parlant. Le génie de Walt Disney, c'est déjà de comprendre avant les autres quels seront les avantages d'une technique ou une technologie, de les appliquer en premier et de les améliorer. Ça doit peut-être vous rappeler un certain Steve Jobs, parce que Walt Disney n'a pas réellement créé de technologie, il a simplement utilisé à son avantage et avant beaucoup les innovations encore balbutiantes. Il fait donc le pari dès le départ du son. Et pour la première fois au monde, un dessin animé va parler. Et c'est Mickey qui s'y colle. Dans le dessin animé Steamboat Willie, Mickey pilote un bateau et amaille à partir avec un certain patibulaire. C'est la naissance officielle de Mickey, et c'est d'ailleurs la voix, la propre voix de Walt Disney lui-même, que vous entendez dans le dessin animé. Pendant de très longs moments, c'est lui qui va faire la voix, comme ça il sera tranquille au niveau des droits. Mickey, très rapidement, devient une icône encore plus extraordinaire qu'Oswald, et même fin 1930, la souris devient même une star internationale. Rapidement, les studios Disney semblent devenir une véritable usine à talent, parce que non seulement les studios produisent, mais en plus ils vont former sur le tas, ils apprennent en cours de route, et ils expérimentent. L'expérimentation est le cœur de ce métier naissant pour Walt Disney, et tandis que iWorks va quitter, lui, les studios, une nouvelle révolution apparaît au cinéma, et donc chez Disney bien sûr, la couleur, avec le fameux procédé Technicolor. Ils ont, les studios Disney, inventé un laboratoire en temps réel. Ça aussi c'est nouveau, une série animée dans laquelle ils vont mettre toutes les inventions, toutes les innovations, et les tester en temps réel devant le public. C'est la série Les Silly Symphonies. Non seulement la technique passe très très bien, le public en raffole, mais en plus, les studios dès lors vont remporter Oscar sur Oscar. Mais Walt Disney veut aller plus loin. Fort de sa culture populaire, des contes et des légendes dont je vous ai parlé, dont il a été abreuvé quand il était petit, il peut pas tout mettre forcément dans un court-métrage, vous l'imaginez bien. Du coup, l'idée de faire un vrai film germe dans sa tête. J'ai commencé par ça. Vous savez donc que c'est Blanche-Neige. C'est donc sur Blanche-Neige qu'il va jeter son dévolu pour ce projet complètement fou. Faut être incroyablement fou. Sa propre femme essaiera même de le faire changer la vie, tellement l'entreprise est dingue à cette époque-là. Mais Disney résiste. Cette fois, on va voir ce qu'il sait faire, on va voir ce qu'il veut faire. Et alors, il met une partie du studio intégralement orientée, entièrement consacrée à cette tâche gigantesque, parce qu'il s'agit de ne pas se rater. C'est un coup de poker formidable, fantastique, comme seuls, vous me direz, les Américains sont souvent capables de le faire. Et il faut donc des décors qui soient parfaits, qu'on puisse entrer dans l'histoire, se projeter dans les personnages et leurs malheurs, rire, sourire, pleurer. Et petit à petit, ces gens-là sont devenus des as du marketing. Les artistes qui vont travailler sur cette première œuvre, vont truffer le film de codes, de repères pour capter l'intérêt du public. Bref, ils vont faire ni plus ni moins que ce qu'ont fait les artistes des cathédrales en concevant, je dirais, les statuaires et les vitraux. Ils vont raconter une histoire avec des codes compréhensibles par tous. Cette histoire se passe au Moyen-Âge. Qu'à cela ne tienne, allons chercher là où il est le plus vivace, c'est-à-dire en Europe. Ainsi, des centaines de livres d'art vont défiler dans les studios qui dénichent des pépites. On va s'amuser un petit instant, si vous voulez, avec la reine de Blanche-Neige, qui est le personnage dont, moi, quand j'étais petit, j'étais fou amoureux. Eh bien, elle doit être belle, cette reine. Sinon, évidemment, pas d'histoire. Elle doit être la synthèse de la beauté parfaite. Qui, à cette époque-là, représente la beauté parfaite ? Joan Crawford, évidemment, la très très grande actrice de cinéma. Eh bien, le visage de la reine sera celui de Joan Crawford. Comment sera-t-elle habillée ? Bon, cette histoire se passe en Allemagne ? Très bien. Eh bien, allons voir les cathédrales. Dans la cathédrale de Naumbourg, vous avez deux statues, un chevalier et sa dame, Uta. Regardez bien Uta et superposez la méchante reine avec Uta. Eh bien, vous aurez trouvé le modèle, vous aurez trouvé les vêtements, vous aurez trouvé la couronne, vous aurez trouvé ce qu'elle a autour de la tête. Voilà les secrets de fabrication mis en place par Disney. Un travail considérable de recherche, presque aussi long que la conception même du film. Walt Disney va même créer d'ailleurs un département spécifique, une véritable bibliothèque qui va regrouper de nombreuses œuvres littéraires et des dessins de tous les horizons. Durant l'été 1935, d'ailleurs, il fait un voyage en Europe et d'ailleurs, il va recevoir une récompense en France. Ça va lui permettre d'acheter près de 400 livres d'auteurs européens. Il va élargir les sources d'inspiration.
Ces développements et ces formations permettent d'élever la qualité des studios et de donner au long métrage la qualité voulue par Disney lui-même. Et dans ce premier long métrage, il va également utiliser une autre innovation issue des studios cette fois. Alors là, c'est vrai, on peut dire qu'il y a eu une invention quelque part, c'est le multiplan, à savoir 4 ou 5 plaques superposées pour donner de la profondeur, de la vie dans les décors. Le premier calque vous présente par exemple un bosquet, le second le personnage, le troisième les arbres qui arrivent derrière, le quatrième des animaux qui gambadent, et le dernier une lumière par exemple. Blanche-Neige et les 7 nains présente sa première le 21 septembre 1937 à Hollywood. À la fin, le public se lève en une standing ovation quasi interminable. Le film va devenir le film le plus rentable de l'année 1938. Il ne sera détrôné que par Autant en emporte le vent en 1939. Alors je ne vais pas vous faire maintenant l'historique de chaque création Disney. Une année pleine n'y suffirait pas, d'autant que je vais laisser un peu de place à notre invité. Nous avons la chance donc d'accueillir Jean Dolceux par téléphone. Merci beaucoup Jean Dolceux, bonjour. Alors vous êtes conférencier voyageur. D'abord pour rapidement vous situer, on s'était rencontrés lors du train exposition sur Léonard de Vinci, autre grand génie s'il en est. Vous êtes donc conférencier voyageur. Expliquez-nous un peu ce que c'est. Disons conférencier, parfois ça peut faire peur. On s'imagine le professeur avec une barbe. On s'y est un peu peut-être à la manière de Léonard de Vinci. Et c'est justement pour enlever toutes ces barrières. Et c'est vrai que c'est un voyage, en fait. J'ai une machine à remonter le temps. On monte dedans et puis on repart 500 ans en arrière, etc. Ou 200 ans en arrière. Ou comme aujourd'hui, on va repartir quelques dizaines d'années en arrière. Mais voilà, c'est un moyen de voyager dans le temps. C'est pour ça que j'appelle ça voyage. Et puis détente en même temps, etc. C'est pour des gens qui n'ont pas forcément le temps de s'intéresser à des études d'histoire de l'art ou autres, et de pouvoir voyager ensemble, c'est toujours un bonheur, je pense. Je trouve que c'est une très belle idée, puis ça change un petit peu de ce qu'on entend d'habitude. Alors plus prosaïquement, vous êtes maître de conférence à l'École nationale d'architecture de Bretagne, vous êtes également enseignant à l'Institut supérieur des arts appliqués, à l'ISA, à Rennes, également à l'IFAT, à Nantes, à Vannes, pardon, désolé. Donc, comment est-ce que vous est venue l'idée de parler de Walt Disney ? Comme tout le monde, je pense que j'ai une part d'enfant qui est restée. Et puis Walt Disney, ça m'a émerveillé tout petit. Ça émerveille encore des gens, des enfants autour de moi, etc. Ou même des grands. Et ce n'est pas seulement un rêve de gosse. C'est un rêve d'adulte, celui de Walt Disney simplement. Et puis c'est passionnant en plus. Oui, puis c'est vrai que ça mêle beaucoup d'histoire de l'art, d'histoire et de voyage, puisque vous êtes voyageur, de voyage à remonter le temps. Ça part de beaucoup de légendes. Alors on va peut-être commencer par le premier, finalement, de tous ces dessins animés, de toutes ces créations. On pourrait presque dire le premier coup de tonnerre, c'est Steamboat Willie. Oui, Steamboat Willie. Alors on est en 1928 et en octobre-novembre va sortir à New York, dans un cinéma, le tout premier Steamboat Willie, qui était en fait le tout premier Mickey. Alors ça va faire un tonnerre, en plus c'est du parlant, donc c'est absolument génial. Il y a des musiciens qui jouent, etc., le piano, et puis ça discute avec une voix nasillarde, une voix de souris, on va dire. Donc c'est rigolo, ça c'est quelque chose qui a marqué, je pense, l'époque, et qui a marqué tout court l'histoire du cinéma. Et la voix, c'était lui, hein ? Oui, tout à fait, ouais. Et est-ce que c'est sa première création, Mickey ? Pas vraiment, parce qu'en fait, il avait créé Oswald le lapin. Oui, ouais. Et on lui a piqué l'idée, donc il était furieux et de rage, il a gommé les oreilles, et on retrouve le personnage de Mickey chez Oswald. Mais voilà, à la base c'était un lapin, et voilà. Donc tout n'est pas forcément parti d'une souris, comme il se plaisait beaucoup à le dire quand même. Hein. Au départ, non. Après, oui, mais bon. Ah oui, parce que j'ai encore entendu ça cette semaine, comme quoi il avait une souris dans son atelier ou chez lui, et ça lui aurait donné l'idée de Mickey. Je n'en suis pas tout à fait certain. Mais il y a toute une légende autour du personnage même de Walt Disney, donc ça fait partie de sa légende, pourquoi pas. Oui, beaucoup de légendes urbaines. Alors, à propos on va revenir dans les légendes, justement, dans les vraies légendes. Le premier grand dessin animé Disney que tout le monde connaît, et encore une fois, je crois que c'est un grand pavé, un grand boom dans l'histoire de l'art du cinéma, c'est Blanche-Neige. Et là, on peut dire qu'il y a une vraie influence des légendes. Alors Blanche-Neige,
c'est magique. Tout d'abord, c'est la petite fille qui a fait rêver beaucoup d'autres petites filles, la petite fille qui va devenir femme, le prince charmant, etc. Et effectivement, ça fait partie de légendes, de différentes légendes qui sont mêlées. C'est une petite fille qui a réellement existé, mêlée à une femme, à une actrice également, 2 actrices exactement, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Blanche-Neige et les 7 nains, c'est vraiment le premier long métrage animé de l'histoire du cinéma. C'est un coup de tonnerre dans l'histoire du 7e art, on peut dire. Complètement, c'est un coup de tonnerre, tout à fait. Parce qu'il y a des moments terrifiants qui sont inspirés aussi des grands films d'épouvante, des films à suspense que Disney et ses collaborateurs vont étudier sans relâche, et des contes de la vieille Europe, etc., etc. Donc c'est magnifique, effectivement. Vous voulez dire que, C'est un boom. vous voulez dire que au-delà des influences culturelles, j'allais dire des légendes, des contes et légendes, y compris de l'architecture, il y a aussi une influence du cinéma? Il peut y avoir des influences du cinéma, effectivement. Je pense aux films expressionnistes allemands, par exemple. Je pense au cabinet du docteur Caligari pour les décors. Il y avait des personnages qui jouaient des acteurs, et puis il y avait des scènes de décors dessinés, en fait, avec des maisons un peu biscornues, etc. Et ça, on va le retrouver notamment chez Disney, notamment dans Blanche-Neige ou dans d'autres. Et c'est pas un hasard. Ah non, du tout est calculé. Tout est calculé. Oui, c'est presque une machine. On en reparlera peut-être. Et vous disiez, on va retrouver ça dans d'autres films également? Dans d'autres dessins animés? On va le retrouver dans quasiment tous les films de Disney. C'est-à-dire qu'il y a des scènes qui risquent de se ressembler? Alors, les ressemblances, alors ça c'est frappant parce que les ressemblances, elles sont sur plusieurs domaines. C'est-à-dire qu'il va y avoir des scènes qui vont rappeler d'autres films, des films qui sont connus. Par exemple, quand il a fait des courts-métrages d'animation, quand King Kong est sorti, il a fallu tout de suite que les studios Disney sortent quelque chose par rapport à King Kong. Et autrement, en ressemblant, ce qui est très drôle, on va retrouver des scènes qui sont identiques avec des personnages, par exemple avec un chien, j'en ai une en tête, c'est le jeune Arthur dans Merlin qui se fait lécher le visage par un chien, et on retrouve exactement la même scène, les mêmes plans, le même sourire, la langue du chien au même endroit dans le livre de la jungle avec Mowgli. Et ça aussi, c'est fait exprès, donc. Bien sûr, on va retrouver la danse de Cendrillon et de la Belle au bois dormant, ou de la Belle et la Bête, de la même manière aussi. Donc c'est assez drôle, ça, de voir tout ça. Est-ce qu'on peut dire, bon, je l'ai beaucoup lu ici et là en préparant l'émission, que même en termes d'architecture, l'Europe, la vieille Europe, comme on dit, a influencé Disney dans les dessins? Bien sûr, il s'est basé sur des endroits existants. Alors pour les États-Unis, c'est une habitude, hein. C'est récurrent de dire que l'Américain ne connaît pas l'Europe ou met Paris à côté de Rome, enfin, etc. Mais nous, c'est un petit peu pareil. On pourrait nous jeter la pierre aussi en nous disant la même chose. Évidemment. Je défie un peu pas mal de monde en demandant où sont les grands lieux des États-Unis. On les connaît pas tous. Et en fait, ce qu'il a fait, il a mêlé différentes idées connues et idées courantes chez les gens. Par exemple, le village de Geppetto. Oui. C'est Collodi, ça se passe en Italie, etc. Dans Pinocchio, oui. Et on entend des sons qui ne sont pas forcément des sons italiens. On voit des bâtiments qui ne sont pas forcément italiens. Je pense particulièrement aux maisons, qui sont des maisons d'un village bavarois qui existe réellement. Ah oui, donc il n'a rien à voir. C'est très curieux. Non, rien à voir, mais en même temps, tout se mélange. Ou bien, le château de la Belle au bois dormant, ça peut être des châteaux de Louis II de Bavière, le fou qui a construit ces châteaux formidables dans les montagnes bavaroises, dans le Tyrol, etc. Mais aussi un dessin particulièrement de Victor Hugo, qui était aussi peintre. Eh oui, bien sûr. Mais maintenant, effectivement, que vous le dites, on voit, c'est le dessin à la sanguine ou quelque chose comme ça? Tout à fait, c'est bien cela. Évidemment. Et quand vous parliez tout à l'heure de ressemblance peut-être avec des comédiennes ou des comédiens, alors, évidemment, aujourd'hui, on s'amuse toujours avec Pocahontas, etc. Mais dès le départ, les personnages se ressemblaient ou ressemblaient à des personnages vivants? En fait, il était une petite fille à l'époque qui s'appelait Shirley Temple, qui est une immense actrice. Bien sûr. Pour l'époque, elle jouait des claquettes, des comédies musicales, etc. Elle chantait, elle dansait. Elle avait
6 ans quand elle était star en fait à ce moment-là, et une autre actrice qui s'appelait Janet Gaynor, et le mélange de ces deux stars d'Hollywood en fait, des États-Unis, du cinéma, donne le visage, les attitudes, les gestes de Blanche-Neige. D'accord, si on fait un morphing, en fait, on a les deux. Oui, Ouais, c'est extraordinaire. Oui, Janet Gaynor, c'est vrai qu'elle est moins connue, c'est Star is Born, je crois. voilà, c'est ça. Et puis Janet Gaynor, en fait, on va plus retrouver les traits de Janet Gaynor dans le visage de Blanche-Neige, même si elle est un petit peu rajeunie. Et par contre, pour les attitudes, les gestes, c'est Charlotte Temple. Bien sûr. Et donc, on va suivre, on va essayer de remonter un petit peu, de revenir petit à petit. L'autre dessin animé phare de Disney, c'est peut-être Fantasia, ou ce serait Pinocchio, ou ce serait sur lequel vous voudriez porter un peu plus l'accent? Tous, ils sont incontournables, mais on pourrait dire que Fantasia, c'est les musiques européennes, les musiques des grands classiques. Ça aussi c'est de l'art, la musique, la grande Bien musique. sûr. Donc il va mélanger beaucoup de musique très très connue, très célèbre, on va dire musique classique, pour en faire un opéra animé. On va retrouver aussi dans La Belle au Bois dormant, on va retrouver des contes, on va retrouver plein de choses, mais je pense peut-être particulièrement à Alice, qui lui tient à cœur. Alice au Pays des Alice au Pays Merveilles. des Merveilles, oui. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce qu'il est très européen, celui-là, pour le coup. Alice, déjà, c'est écrit par Lewis Carroll, et c'était pas du tout l'idée de la petite fille comme on l'entend, qui rêve, etc. C'était plutôt un bouquin pour adultes, je vais pas dire un bouquin érotique, mais pas loin quand même. Et finalement, Disney l'a complètement changé en un rêve de petite fille, etc. Bien sage, gentil, qui fait peur aussi par moments, mais bon, c'est normal. Il y a toujours une partie dans ces dessins animés qui font peur tout le temps. Ouais. Et pourquoi est-ce que, bon, à part, on pense évidemment à Pocahontas maintenant, mais c'est très récent, Walt Disney était mort, mais pourquoi n'a-t-il pas pris de contes et légendes locaux? Plutôt, il est plutôt parti de contes et légendes européens. Oui, parce que c'est exotique quelque part pour les Américains aussi. C'est des choses qu'ils connaissaient pas forcément. Et puis il faut pas oublier que les États-Unis, ça fait très peu de temps l'Amérique en fait. Donc ils ont pris des légendes qui paraissent lointaines, peut-être connues des ancêtres de tous ces gens qui sont arrivés aux États-Unis, etc. Et puis il a mêlé aussi parfois des, des scènes. Avec le quotidien américain en fait. Ouais. Mais je voudrais revenir rapidement sur Alice, Oui. dont on parlait tout à l'heure. En fait, Alice, au tout départ, au début de sa carrière, il a voulu faire quelque chose avec Alice, et il a créé un dessin animé où il y avait des petits films d'animation, des petits courts-métrages, où il y avait une Alice qui était un personnage réel, au milieu de dessins, on pourrait dire de toons, comme on peut le voir dans Roger Rabbit beaucoup plus tard. Donc ça, il l'a fait très très tôt, donc c'est original en fait. Mais par contre, son long métrage, il va essayer de le faire plusieurs fois et ça va avoir énormément de mal à démarrer, à se mettre en place. C'est vrai que c'est pas forcément un Disney auquel tout le monde pense quand j'en ai parlé sur Facebook. Pas une fois, je crois, Les Aventures d'Alice au Pays des Merveilles n'est sorti. C'est amusant d'ailleurs. Ouais, pourtant c'était le grand projet, le grand rêve de Disney, de Walt Disney. Alors, il a été influencé donc par l'Europe et par beaucoup, j'imagine également des peintres et des sculpteurs, etc. Est-ce qu'il aurait, lui, influencé d'autres artistes, tant dans le cinéma qu'à côté? Beaucoup. Je pense à un artiste contemporain qui a été repéré par une grande marque très très connue de luxe, pour ne pas la citer. On peut la citer, oui. Vuitton. D'accord. Pour Vuitton, il s'appelle Murakami en fait, cet artiste. C'est un japonais et il a dessiné, redessiné le monogramme. Et en fait, il a un personnage récurrent qui revient tout le temps, qui s'appelle Bob et qui est en fait une souris. Donc c'est l'équivalent, la cousine nippone japonaise de Mickey quelque part. Bien sûr, il a influencé beaucoup. Tim Burton aussi, notamment. D'accord, oui, qui est sorti de chez lui, enfin, qui est sorti des studios Disney. Oui, enfin, c'est un petit peu l'amour et la haine chez Tim Burton par rapport à Disney, parce qu'il a travaillé pour Disney, puis au départ, et puis Disney trouvait que son univers c'était quand même sombre, très noir par rapport aux histoires, ça pouvait faire peur, etc. Et c'est vrai que quand on voit, il y a un court-métrage qui s'appelle Vincent, ou Le Petit Vincent, où on voit un petit garçon qui est tout sage, tout mignon, et quand il éteint la lumière, en fait, il fait peur à sa sœur, il se cache sous le lit, etc. Enfin,
Oui, c'est la face obscure de Disney. Voilà, c'est le côté obscur de Disney quelque part. Et puis ce qui est drôle, c'est il va donc quitter Disney, ou Disney va le mettre dehors, on ne sait pas trop vraiment exactement comment ça s'est passé. Et plus tard, en fait, ils vont recontacter Tim Burton pour signer des films chez Bien Disney. sûr. Notamment, je pense à Alice, justement, le côté Oui, sombre d'Alice, qui est sorti il y a très peu de temps. j'allais le dire, ouais, justement. Il y a un autre artiste, évidemment, auquel on peut penser, qui a collaboré un petit peu, il aurait dû sortir quelque chose d'énorme entre Walt Disney, et je vais peut-être vous laisser le dire. Je crois que vous parlez d'un artiste talentueux, et c'est quand un génie du Nouveau Monde, on va dire, rencontre un génie de la vieille Europe. Oui, c'est exactement ça. Salvador Dali, c'est ça. Exactement. Vous pouvez Ouais, nous en ouais. dire un peu plus sur le projet qui était en cours? Ah, Salvador Dali, déjà c'est un monstre sacré qui rencontre un autre monstre sacré. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Walt Disney rend visite au maître du surréalisme et va lui proposer une collaboration. Disney avait voulu collaborer avec ce grand génie européen pour créer un film qui Oui. n'est pas sorti malheureusement, sur l'histoire, ça s'appelait Destino, euh, sur l'histoire d'une danseuse qui tombe amoureuse d'un joueur de baseball, d'après une chanson mexicaine bien connue, avec des dessins, on reconnaît la patte de Dali, etc. Alors on ne sait pas exactement pourquoi ça n'est pas sorti, mais en tout cas il ne reste que quelques minutes maintenant pour... hélas. Oui, il nous reste pas grand-chose, c'est ça? Non. Euh, C'est bien dommage, mais bon. Ouais, malheureusement, on a peut-être raté un chef-d'œuvre de plus. Ouais. Comment vous pourriez expliquer la capacité de Disney, alors là, des studios Disney en général, à intéresser toutes sortes de générations en fait, et à nous faire évoluer avec, qu'on soit enfant, adolescent ou adulte. Comment on peut expliquer ça? C'est quasiment unique quand même dans l'histoire de l'art ou du septième art. Bah, peut-être aussi, et ça répondra un peu plus à une question tout à l'heure par rapport à pourquoi il s'est inspiré de thèmes européens. Peut-être parce que il y a des choses connues et reconnues, les animaux qui parlent, les fleurs qui parlent. Lui, il a grandi à la ferme déjà. C'est comme on pourrait dire, un non-lettré, comme Léonard, Comme Léonard, s'il était. Et quand on est dans une ferme, je suppose qu'on parle aux animaux, les animaux nous répondent, la nature nous répond, etc. Déjà en ville, ça se passe comme ça, donc j'imagine en campagne, c'est encore plus amplifié. Mais c'est pas le premier à avoir anthropomorphisé les rendre humains, ces plantes ou ces animaux, en les en parler, en leur donnant des sentiments. Je pense à Ésope, puis aux fables de La Fontaine, par bien sûr, exemple. ouais, bien sûr. Et ça fait partie aussi du rêve américain, je pense, quelque part. En fait, peut-être savoir certainement la faculté, en tout cas, de repérer, d'avoir les bons repères, finalement, et de sentir ce que les gens attendent. Oui, c'est quelqu'un qui était novateur déjà, Oui, toujours. oui, oui. Ça, j'en ai Euh, effectivement parlé dans la première partie. C'est peut-être sa grande force, c'est de savoir utiliser les innovations. Tout à fait. Il va techniquement déjà, et puis aussi au point de vue de... il va toujours être entouré de gens qui va faire venir d'Europe d'ailleurs, qui vont lui apprendre certaines choses, des choses qu'il ne connaissait pas, sur les contes, sur l'architecture. Quand il est venu plusieurs fois en Europe, et il ramenait avec lui des tonnes de livres à chaque fois. Et il s'est entouré de tous ces gens-là qui lui ont raconté tout ça. Ouais. Finalement, l'Europe a fait naître, parce qu'on dit, il y avait quand même une légende autour de la naissance de Walt Disney, de ses origines, non pas de sa naissance, mais de ses origines familiales, pardon. On dit toujours Disney, Disney en France, en Normandie. Donc l'Europe aurait rendu aux États-Unis, qui aurait ramené ensuite en Europe. C'est amusant. C'est possible, ouais. Dans Facebook, quand j'ai posé la question quel était votre Disney préféré, il y a eu une réponse. Oh, il y en a Disney. Bon, on va le dire très clairement. Disney, c'est chiant parce qu'il y a toujours de la musique et des chansons. Et c'est vrai que c'est un des reproches qu'on peut faire au Disney. Il y a toujours ce côté comédie musicale. Est-ce que c'est pourquoi? Est-ce que c'est une volonté? Est-ce que ça se faisait comme ça? Mais la réponse est dans la question, c'est une comédie musicale. Bien sûr, la musicale, c'est Broadway, c'est les États-Unis, c'est le rêve américain pour nous, Européens, et pour les Américains, c'est le quotidien. Mais en fait, ça c'était déjà, à cette époque, Luis Mariano ou d'autres, c'était les opérettes. Donc on retient une chanson, il en faut peu pour être heureux, qui Bien laisse sur sûr, le passage ouais, bien quand sûr. on n'a pas forcément la pêche, ou bien
siffler en travaillant, ou les petites filles, un jour mon prince viendra, etc. Exact. Donc tout ça, bien sûr que ça a une importance. Oui. Oui, effectivement, on n'y pense jamais. D'ailleurs, je mettrai peut-être enfin une musique que tout le monde va garder dans la tête pendant 15 jours. Je vais faire exprès pour rigoler un petit peu. Oui, il faut, c'est bien. Alors quand on demande aux gens justement quel est ton film préféré par rapport à Disney, quel est ton film d'enfant préféré, ça revient souvent les mêmes, etc. Donc moi j'avais envie de parler un petit peu du mien. Oui, et ben justement, c'était la dernière question que je voulais vous poser. Ah bah, Allez-y. C'est Merlin l'Enchanteur. Ah, le breton qui ressort. Bah quelque part, oui, j'habite tout près de la forêt de Brocéliande, donc évidemment il vit un petit peu ici quelque part. Forcément. Et puis Merlin, c'est les tours de magie. Je voulais être magicien quand j'étais petit. Ouais, forcément. Donc ça peut être joué. Et puis c'est vraiment une histoire de garçon, etc. Et puis c'est sympa comme tout. Il y a toute cette légende, ce pouvoir d'un petit garçon qui tire de la pierre, l'épée. C'est complètement magique, effectivement. C'est vrai qu'il y a beaucoup, bon, je vais vous laisser après ça parce que je crois que vous avez une soirée. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire derrière les films, ce qu'ils veulent dire, etc. Robin des Bois, est-ce qu'il y a un côté un peu socialiste? Enfin, on a dit beaucoup de choses autour de Disney. Est-ce que en gros vous cautionnez tout ce qu'on peut dire après ou en fait c'était juste un faiseur de rêve et puis c'est tout? C'est beau cette formule, faiseur de rêve, oui, une machine à rêve, effectivement. J'ai envie de garder le côté professionnel. Après, l'homme, on a dit beaucoup de choses. On a, comme on va parler d'Hergé aussi sur beaucoup de plans. Comme on peut parler de beaucoup d'artistes comme ça qui avaient peut-être des idées ou d'autres, même des idées certifiées racistes. Puisque Oui. n'a pas de mot, mais c'est ça. J'ai pas envie de rentrer là-dedans parce que j'ai envie de conserver son talent, je ne sais pas. Et j'ai peut-être même pas envie de savoir, quelque part. Je comprends. Je vous remercie beaucoup, Jean Dolceux, de nous avoir accordé un petit moment. Je vais mettre vos coordonnées de site internet sur Facebook, évidemment, sur Hérodote.net, bien entendu. Vous allez faire plusieurs conférences, je suppose? Alors justement, vous parliez de soirée tout à l'heure. La soirée que j'ai, je pars dans peu de temps là pour donner un voyage conférence autour de Disney l'Enchanteur, justement. Et ben voilà, ce sera peut-être même le titre de l'émission, Disney l'Enchanteur, j'aime bien. Comme Merlin, finalement, on y revient. Bah oui, quelque part. Et puis autrement, oui, j'en donne sur des artistes, sur Frida Kahlo, sur le surréalisme, sur Dali aussi, puisqu'on en parlait, sur Léonard, sur plein de choses. J'essaie de les donner justement auprès de gens, comme je vous disais tout à l'heure, qui n'ont pas forcément le temps d'aller suivre des cours d'histoire de l'art, qui n'en ont pas fait. Donc ça s'adresse vraiment à tout le monde, aux érudits comme aux non-érudits, aux gens qui s'y connaissent pas du tout. J'essaie d'employer des mots simples, etc. Puis c'est un échange, des questions. C'est vraiment un voyage, un partage en tout cas. Je comprends. En tout cas, je crois que vous l'aurez donné envie également. Merci beaucoup. Bon courage pour ce soir. Et peut-être certainement à très bientôt dans cette émission. Merci. Pour Disney, je le disais tout à l'heure, le décor a donc un rôle capital. La caméra multiplan nécessite de grands décors panoramiques, le long desquels elle peut se déplacer. Alors ils sont peints à la gouache, sur carton, sur verre ou sur celluloïd pour les premiers plans, et ces décors sont réalisés par des artistes spécialisés. Les repérages sur le terrain, y compris donc en Europe, on l'a vu avec Jean Dolceux, sont fréquents. Les forêts elles-mêmes s'inspirent de la peinture chinoise du XVe siècle, des stampes japonaises ou des forêts américaines ou anglaises. Les vues à vol d'oiseau sont empruntées aux peintres régionalistes américains, Grant Wood, Thomas Benton. On reconnaît l'influence de paysages de Gaspard Friedrich, d'Arnold Böcklin dans Fantasia, comme celle des primitifs flamands et italiens dans les décors de La Belle au bois dormant. Vous avez également les illustrateurs du 19e et du début du 20e siècle qui ont radicalement renouvelé le thème de l'anthropomorphisme, ont également profondément influencé les studios Disney. On l'a vu, Granville, Honoré Daumier, Gustave Doré, Benjamin Rabier, l'allemand Heinrich Klee, l'anglaise Beatrix Potter. Vous savez, ce sont les sources de nombreux personnages de Disney. On l'a vu aussi tout à l'heure avec notre invité, la production des studios suscite très tôt l'intérêt des artistes et d'abord celui du monde du cinéma. Eisenstein et Prokofiev, alors qu'ils conçoivent Ivan le Terrible, on est en 1945, vont s'intéresser au travail accompli par Disney et le chef d'orchestre Stokowski pour Fantasia. Au milieu des années 60, la popularité de Disney est immense, elle est universelle. Et depuis la sortie de Blanche-Neige en 1937, plusieurs générations ont été élevées au rythme de ces films et elles vont en garder un réel souvenir. Et avec le pop art
les personnages de Mickey et de Donald gagnent à ce moment-là le statut d'icône. Comme le résume d'ailleurs un peintre français, Robert Combas, en 1977, Mickey n'est plus la propriété de Walt, il appartient à tout le monde. Après avoir puisé donc dans l'art occidental de toutes les périodes, si vous voulez, l'univers de Disney devient à son tour une source d'inspiration pour des artistes aussi divers que Boltanski, Al Wayne, Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Bertrand Lavier, etc., etc. Et on l'a vu donc tout à l'heure, Tim Burton également. Mais on va aussi citer, il faudrait pas l'oublier, le fameux cas de DreamWorks SKG Jeffrey Katzenberg. Après un passage remarqué quand même chez Disney, alors Disney qui ne reconnaît, les studios Disney qui ne reconnaîtront pas ses talents, eh bien il va créer lui avec Spielberg un studio concurrent à Disney et lancer notamment un personnage emblématique, Shrek, avec le succès que vous connaissez. Ce qu'on peut dire, c'est que toute sa vie, Walt Disney a passé son temps à essayer d'abandonner sa souris pour se consacrer à l'adaptation d'œuvres plus subtiles. C'était, on peut le dire, il faut le dire, un véritable auteur, un visionnaire ambitieux et courageux d'ailleurs, pas un cinéaste commercial au départ. Aujourd'hui pourtant, Mickey, et par extension Walt Disney, c'est plus un symbole de l'impérialisme américain. Alors, à quel moment cette image a-t-elle été remplacée, celle de l'intellectuel amoureux du vieux continent ? Je crois que tout simplement ça vient de la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsque l'admiration de nous-mêmes, les Européens, pour les États-Unis s'est un peu émoussée, quand on voit dans les années 60 US Go Home, par exemple. Par ailleurs, en plus, il y a eu des révélations, alors on va dire des révélations, ou en tout cas il y a eu des histoires comme quoi le puritanisme, l'ultra-conservatisme de Walt Disney, également même dans l'antisémitisme aurait existé. Je n'ai pas voulu rentrer dans ces débats qui sont tout autres. Je pense plutôt que c'est une autre grille de lecture, que très souvent on veut voir le passé avec nos yeux d'aujourd'hui. C'est un autre débat. Certains Européens ont même considéré que ce n'était pas à un Américain de s'emparer de notre patrimoine. Alors depuis, la culture européenne se fait, en tout cas cherche à se faire un honneur de ne pas se laisser influencer par Disney. Mais avons-nous réellement repris le flambeau ? La question, si vous voulez, reste posée. N'hésitez pas à réagir sur Facebook ou sur Hérodote.net. Vous pouvez à tout moment discuter avec nous sur notre page Facebook, vous le savez, la page qui s'appelle podcastherodote.net.